À la version longue cette semaine, je reçois Paul-André Thibert, un musicien, auteur, compositeur, qui a eu un groupe de musique fin années 60, début 70 qui s'appelle Dionysos, un groupe qui a une certaine reconnaissance underground dans la musique québécoise. Et je voulais recevoir M. Thibert depuis quelques temps, quelqu'un que je trouve franchement sympathique. Et ça a donné 2 épisodes. Donc ce soir, vous voyez la partie 1. Il y a beaucoup d'anecdotes sur justement l'époque, la musique, les clubs, comment ça fonctionnait, la tournée qu'il a faite, les albums, comment tout ça fonctionnait. Moi, ça m'intéressait tellement qu'on a fait 2 épisodes. Donc aujourd'hui, on va quand même en profondeur dans ses débuts, les années, les grosses années du band Dionysos. Et ça amène jusqu'à son album solo. Ça va couper. Et la semaine prochaine, vous aurez la partie 2 de tout cela. Franchement, une rencontre très, très intéressante avec quelqu'un de très sympathique. Allez, bonne émission. La musique est arrivée comment dans votre vie? Bon, c'est arrivé par la famille. Ouais. Mon père chantait. Okay. Mes oncles chantaient. En fait, c'était des chanteurs. Là. Okay. Mon oncle Florent, mon oncle Darcy. Mon oncle Florent était ténor, mon oncle Darcy était basse. Okay. Mon père était ténor aussi, mais mon père chantait surtout à l'église. Ah, OK, ouais. Mais moi aussi, d'ailleurs, j'ai commencé à Sainte-Martine à l'église. La messe des minuit, là, ouais. On faisait une chorale d'enfants juste pour la messe des minuit. J'ai même chanté à la Desti Fideles à minuit. Okay. Mon père chantait le minuit chrétien. OK, ben ouais. L'église. Non, c'est comme ça que ça a commencé vraiment. Okay. Mon père a toujours dit que j'ai commencé à chanter avant de parler. Ah oui, hein? Ouais, dans un party de famille, mon père chantait une chanson à répondre que c'était je suis pas capable de me marier, je suis pas capable de me marier. Puis moi, ça a l'air qu'à la maison, j'avais à peine 2 ans, puis je chantais apaillé. Papa du tout, il m'a toujours dit que j'ai commencé à chanter avant de parler. OK. Mais à cette époque-là, on s'entend la musique québécoise, c'est plus du traditionnel? Moi, si je me rappelle à la maison... Là, on n'appelait pas ça québécois. Le cahier de la bonne chanson de la Bégadois, qu'on avait tous, okay. que toute bonne famille avait sur le piano. Okay. C'était sur le piano. Là. Alors, j'ai commencé... Ma soeur, et en tout cas, c'est des chansons qu'on chantait là, dans les fêtes. Et alors, chansons que j'ai rapidement apprises par cœur. J'ai commencé, je savais pas lire, puis chanter ces chansons-là. Aussi où j'ai appris à lire, je les ai apprises. C'était les répertoires, là. C'était un petit avocat, Meunier Tudor, sur la route de Berthier. Les classiques, c'est rendu jusqu'à moi, là. Meunier Tudor, je sais quoi. Mais ensuite est arrivé, la télé. Oui. On parlait de ton grand-père qui parlait des télés. Alors, il est arrivé la télé, puis mon père avait acheté une télévision stéréo combinée. Pas stéréo, mais combinée. Alors, il y avait une télévision. Et il y avait un truc, le haut-parleur, c'était comme un tiroir. Puis tu avais une table tournante. Puis tu avais la radio. Ouais. Alors, quand le pick-up est arrivé à la maison, là, on a acheté des albums. Mais quand on faisait un album, là, c'était un album de 78 tours. C'était un gros cahier comme un gros album de photos. Là. Puis c'était des pochettes. En chaque pochette, tu avais un 78 tours. C'est ça, un album. Ouais. Alors, on avait acheté l'album de la bonne chanson québécoise en 1954. Puis là-dedans, tu avais Envoyeur sur le perron. La famille de la break. Paparling, kating, kating, katang, tang. Paparling, kating, kating, katang. Mon oncle Albert, c'est un millionnaire. Il a fait son argent avec la guerre. Il a eu un contrat du gouvernement pour paver, je sais pas trop quoi, en ciment. Je connaissais pas ça. Tu connaissais pas ça? Non. Ça, c'était un classique. Le ciel se marie avec la mer. Il y avait le voyage de noces. Ma femme est partie en voyage de noces. Non. C'était quoi donc?
Ma femme est partie en voyage de noces un 13 janvier à cause du prix du voyage en bosse. J'ai pas pu y aller. Il y avait des tourneurs humoristiques. Il y avait beaucoup de... Oui, l'humour au Québec, ça date pas d'hier. C'est ça, c'est qui est toujours... Ça a toujours été présent, même dans la chanson. Le petit cœur après 9 heures. Le petit cœur après 9 heures, ça, c'est... alors ça, c'est dans les années 50. Okay. Mais moi, dans ces années-là, j'écoutais... on a eu naturellement aussi un album de Félix Leclerc. Hein? Évidemment. C'est comme dans toutes les bonnes familles québécoises. Ouais. Mais on chantait de la chanson francophone. Ouais. Ça, c'était francophone 100%. On parlait pas anglais, puis on n'écoutait pas ça des tunes en anglais. On comprenait pas les paroles. Non, c'est ça. Ça va venir plus tard, ça, avec mon frère et ma soeur qui étaient plus vieux que moi, Elvis Presley, Perry Como. Okay. Quand ils ont commencé à faire des parties... mais c'est ça. Mais là... Parce qu'à un moment donné aussi, il y a le désir, tu sais, de tout bon adolescent, de se distancer. De se distancer et d'être dans le vent. D'avoir son identité. Et là, on n'avait plus les albums qui sont 78 tours. On avait un petit appareil avec des 45 tours. Ouais, OK. Alors, on mettait une pile de 45 tours sur un petit pick-up, là, puis floum. Ah, ils jouaient un après l'autre. Ils jouaient un après l'autre, ça tombait, puis c'était automatique. Alors... Alors là, il est rentré un peu la musique anglaise. Ça, c'est quoi, fin 50? J'ai jamais été un grand fan d'Elvis. Non? Ça n'a jamais collé sur moi, Elvis. Peut-être que j'étais trop jeune. Moi, ce qui m'a collé à la peau, là, c'est à 12, 13, 14 ans, naturellement, c'est les Beatles. Hein. Ouais, ben c'est ça. Oui. Alors, quand les Beatles étaient arrivés, là, j'ai adopté la coupe. Ah ouais, hein? J'avais la coupe. Est-ce que ça a fait jaser? Oui, ça faisait jaser mon père. Parce que c'est drôle parce que récemment, j'ai vu, je pense, c'est Radio-Canada qui ont ressorti un truc un peu archive de ces années-là, Beatles, puis qu'il y avait des vox pop dans la rue. Il allait voir des madames. Qu'est-ce que vous pensez, les jeunes avec les cheveux longs? C'est odieux. Puis c'était fou, là. Puis les madames étaient fâchées. On se faisait traiter de T, le mot qu'il ne faut pas prononcer. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Ben, oui. Alors, c'était... Mais à 12 ans, c'est ça, l'arrivée des Beatles. Donc, c'était les... I Want to Hold Your Hand. J'avais 13-14 ans. C'était en 63-64. Oui, mal des premiers albums. C'est ça, 63-64. Vous avez dit l'âge parfait pour l'arrivée des Beatles. Oui, l'adolescence, en plein dans l'adolescence, I Want to Hold Your Hand. Ouais, c'est ça, ça a commencé. Et là, j'ai commencé à faire des concours d'amateurs. Ah, OK. Là, il y avait une salle, il y avait le phénomène des salles de danse aussi. On commençait à aller dans les salles de danse, 13-14 ans. Ouais, c'est ça. Puis là, rapidement, j'ai commencé à faire des concours d'amateurs. Puis mes amis me demandaient, Paul-André, bon, viens nous chanter une chanson. Quand il y avait un band, naturellement, je demandais... Je connaissais toutes les chansons de l'heure. J'avais toujours mon habitude d'apprendre des chansons. Alors, et là, il y avait le band de mon cousin, les frères Amiotte de Sainte-Martine, qui jouaient dans la région, dans les salles de danse. Mais naturellement, souvent, c'est mes cousins, ça. Okay. Alors, mes cousins me disaient, Paul-André, veux-tu venir chanter une chanson? Alors là, je chantais des chansons des Beatles. Okay. Do you want to know a secret? I want to hold your hand. Puis ceci, à cette époque-là, un peu plus tard, il y avait Pagliaro qui avait appelé les chanceliers, qui venaient jouer souvent dans la région. Okay. Puis Pagliaro m'avait spoté, puis il laissait monter pour chanter Get Off My Cloud des Rolling Stones. Okay. Hey, you, get off my cloud. Okay. Alors, puis le dimanche, je courais concours, tu sais, je cours les concours, il paraît que j'ai tout pour. Alors, non, mais c'est comme ça que j'ai commencé. Okay. Puis ensuite... je ne savais pas que Pag avait commencé. Pag a commencé très jeune, oui, avec les chanceliers. Okay. Puis pourtant, Pag, tu vois, il a mon âge, il a un an plus vieux que moi. OK, mais il a commencé. Il a commencé jeune, oui. Je savais que, je sais que ça fait longtemps qu'il est là, mais je savais pas que. Oui, il a dû commencer vers 16 ans, 17 ans, mais quand je parle de Pag, j'avais peut-être 16 ans. Parce que moi, mon premier band, mon premier orchestre, j'avais 17 ans. OK. Justement, avec un de mes cousins Amiotte, Claude. Okay. On avait monté un groupe, on pratiquait à Sainte-Martine, justement, à la salle des Chevaliers de Colomb. Ah ben oui. C'est le fun, on pouvait laisser notre équipement là. Okay.
On pouvait répéter le samedi après-midi, puis un samedi par mois, on faisait une danse en échange de l'utilisation des locaux. Okay, mais ça prend tout le temps. Ça prend une place pour pratiquer. Hein? Ben, c'est ça. Ça fait du bruit, une batterie. Oui, une batterie, ça fait du bruit, oui, c'est ça. Alors, là, le premier band avec mon cousin, ça s'appelait les Oedipe et les complexes freudiens. Ah, OK. Ah. On allait au collège Valleyfield. Moi, j'allais au collège. On était inspiré par nos classiques. Oedipe et les complexes freudiens. Et c'est un mélange de gars de ma classe au cégep, pas au cégep, au collège, parce que on n'était pas au cégep encore. Puis de Claude Amiotte, qui jouait la guitare, qui jouait bien, puis qui chantait bien aussi. Mais l'avantage qu'on avait avec Claude, c'est qu'il jouait aussi de l'accordéon. Ah. Okay. Alors, quand on jouait dans un hôtel, parce que dans ce temps-là, on jouait dans les hôtels, ouais. ce qui était, moi, tout le temps, c'est les centres culturels. C'était les premiers centres culturels. Ouais, mais c'était bien parce que c'était diversifié. Chaque ville avait son centre culturel. Ouais, c'est ça. On avait un beau à Sainte-Martine, l'Hôtel Jeannot. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas tant connu. Là, écoute, ça, c'est l'épée de l'Hôtel Jeannot. D'ailleurs, c'est un peu aussi grâce à l'Hôtel Jeannot que j'ai devenu musicien, parce que ma sœur sortait avec un musicien de l'Hôtel Jeannot, Pierre Critchley, qui est devenu mon beau-frère. Okay. Il jouait du saxophone. Puis dans son orchestre, il avait financé son chum bassiste pour lui payer son instrument, une Fender Jazz, puis un amplificateur 4-12 pouces Fender. Puis le gars, après une couple de mois, cette année, il a dit que c'est pas pour moi de faire de la musique. Fait que là, mon beau-frère était pris avec le financement. Il est pris avec une basse puis un ampli. Fait que là, il a dit à ma soeur, ton petit frère, il aimerait ça jouer de la basse? Fait qu'il me l'a donné. En échange de que je repaye éventuellement plus tard. Là. Je n'ai jamais payé. Mais une belle Fender bass puis un bel ampli. Fait que c'est là que j'ai commencé à jouer de la basse puis je chantais avec mon cousin. Okay. Et on a fait ça pendant... Ensuite, on a changé de Oedipe à les complexes. On leur a rajouté un saxophone puis une trompette pour devenir les Backdoor Keys. OK. Alors là, on jouait dans des clubs un peu plus... On était meilleurs. On avait déjà 2 ans d'expérience. J'avais 18 ans à ce temps-là. OK. Alors, on a passé un an ou 2 à jouer avec les Backdoor Keys. Puis quand on a terminé notre cégep en 1969... Là, tout le monde s'est séparé. Un allait à l'Université de Sherbrooke, l'autre à Montréal. Okay, ouais, c'est ça. Bon. Par le fait même, le groupe s'est séparé. Mais on a joué, on jouait, on avait des engagements réguliers avec les Backdoor Keys, puis on avait des beaux engagements. On jouait dans des gros hôtels. On faisait des gros parties. Donc, je me rappelle un party pour la Banque nationale, la Banque royale de Montréal. Okay. Ça se passait au centre Paul Sauvé. Le party de banque, tu sais, pour Noël. Seigneur, c'est pas petit. Ce soir-là, il y avait un curé qui était dans la place. Il faisait c'est lui qui faisait les messes le samedi matin, ben de bonne heure, genre 4 heures du matin, dans un centre d'achat. Le bon Dieu en taxi. Comment ça s'appelle ce curé-là? T'en souviens-tu? Non, ça me dit rien. Le curé prenait un petit coup. Pendant la veillée, il vient nous voir. Hey, les gars, je veux que vous veniez jouer à ma messe ce matin. Fait qu'on est parti du centre Paul Sauvé à 2 h du matin. On a pacté l'équipement, puis on est allé s'installer dans le parking du centre d'achat Maisonneuve, dans l'est de la ville, pour chanter à la messe à gogo. Seigneur. Du curé. Ça, c'est le fun, ça. Ouais. Aïe, mais ça, c'était une belle époque. Puis, vous l'avez comme mentionné, les clubs, parce que pour ma génération, club, ça veut pas dire la même affaire. C'était plus le beat, on danse. En fait, dans les hôtels, tu avais 2 affaires. Tu avais la taverne, puis tu avais le grill. Okay. Les femmes n'avaient pas le droit d'aller à la taverne, hein? Ouais. Donc, la semaine. Mais la fin de semaine, les hommes pouvaient amener le blonde ou le femme au grill. OK. Alors, le grill, souvent, le grill, il y avait une scène. Okay. Puis la plupart du temps, tous les hôtels avaient engagé un orchestre en ce temps-là. Okay. Alors, il y avait des orchestres. Les musiciens, tu avais le choix. Là, quand tu ne chômais pas, là, tu faisais. Si tu avais un réseau de 5-6 hôtels là, qui t'engageaient, là, ça tournait. Tu tournais, puis tu pouvais travailler toutes les fins de semaine. Là. OK. Écoute, comme je te disais tout à l'heure, Claude, il jouait de l'accordéon. Alors, quand on jouait dans un hôtel,
on disait, écoute, nous autres, on a un accordéon, fait qu'on peut faire des Paul Jones, on peut faire des valses, on peut faire des noces. Fait que le propriétaire de l'hôtel dit, oh, c'est bon, ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, on jouait souvent le samedi après-midi pour une noce, en plus de jouer le samedi soir, puis, ou le samedi soir, en tout cas, on avait une palette là, qui nous permettait on faisait de tout. Hein. Je faisais beaucoup de chansons françaises, du duet parade américain de l'époque, là. Mais la chanson française est encore bien présente là, dans ces soirées-là ou chez ces orchestres-là. Okay. Alors, la vague américaine n'était pas encore... Elle n'avait pas trop rentré, mais... Non, le rempart de la musique francophone, le rempart québécois tenait bon encore. Okay. De la culture québécoise tenait bon encore. Mais quand même, ça ressemblait à quoi ces années-là? Parce que moi, évidemment, je suis né en 85, donc j'ai un regard nostalgique, mais je ne l'ai pas connu aussi. Mais tu sais, moi, je regarde ça, les bands qui sortaient, surtout mi-60. Mi-60, oui, on a eu bien des bands. Puis au Québec, il y a eu un phénomène d'orchestre assez extraordinaire. Ouais, les habits jaunes, les gants blancs. D'ailleurs, Jerry Boulet jouait dans les gants blancs. Ouais. Les habits jaunes, les Classel, César et les Romains. Écoute, il y en avait une pléthore. Là. Ouais, c'est ça. Puis ça chantait tout en français, ces groupes-là. Là. Ouais. Mais ça faisait des traductions. Traduction, c'est ça. Ça faisait des traductions en général, où ça reprenait des chansons françaises, comme les Classel, ça c'est une chanson française. Okay. Les Classel ont repris pas mal de chansons françaises traditionnelles, on les mettait un peu... Mais il y avait des chanteurs à voix, le chanteur de Classel, César et les Romains, c'était un chanteur à voix. Il y avait beaucoup. C'est ça. Puis, à l'époque, le Hit Parade, c'était des traductions. On traduisait beaucoup... encore une fois, le phénomène du blocage de la langue. La langue faisait en sorte qu'on prenait des chansons des Beatles, mais on les traduisait. Ouais. Ou des chansons des hits américains, puis on les traduisait. Toute la vague de yé-yé des années 60 à Télémétropole, c'était tous des hits américains. Écoute, il rentrait en studio le matin, là, il traduisait la chanson. Il faisait la chanson l'après-midi, puis le soir, il allait presser une ou deux copies, puis ça tournait à la radio le lendemain. Puis ça faisait des hits. Il vendait des disques, mon boy, dans ce temps des 45 tours. Ça se vendait comme... C'est 90 cents, tu sais. On achetait des 45 tours. Un album, c'était trop cher. Un vinyle pour les jeunes. Ouais, pour les jeunes, c'est ça. Alors, c'est 99 cents la tune, comme aujourd'hui. C'est ça. Écoute, tu dis, aujourd'hui, une tune sur Spotify, ou si tu veux, iTunes, c'est 99 cents. Ouais. Connais-tu bien des affaires qui n'ont pas augmenté de prix depuis 40 ans? Depuis 60 ans. Ouais, plus que ça, c'est ça. Puis en même temps, on parle d'inflation, mais on dirait que les spectacles, ça augmente. Là, on en a parlé. Seigneur, Dieu, c'est un autre... amène-moi pas là-dessus. Je veux pas te fâcher, ça allait bien. Ça allait bien. 1500 piastres, mais la musique a pas... On dirait que c'est ça, tu sais, c'est ça, 99 cents de la chanson. On voit encore... tu sais, des albums, on peut encore en acheter, là. Les plateformes comme Bandcamp, mais tu sais, c'est encore... 10, 15 piastres. Mais sur Bandcamp, c'est ça. Parce que là, ils vendent le vinyle, mais là, il faut que tu shippes le vinyle. Ouais, c'est ça. Ça coûte quasiment le plus cher à l'envoyer. C'est ça, exactement, c'est ça. Mais il n'y a pas eu... On dirait que le prix augmente pour Non, écoute... Ça reste stable. Ça, c'est terrible. Mais puis même, ce qui est le plus terrible, c'est qu'avant, quand je faisais 45 tours, quand ça jouait à la radio, là, ça te donnait entre 5 et 10 cents une toune qui passait à la radio. Ouais. Mais ça s'accumule, maintenant. Écoute, au Québec, là, un hit, c'était payant. C'était payant. Oui, puis, tu sais, là, on parle, mettons, tu as mentionné Spotify, mais, tu sais, Spotify, c'est des fractions de 3 millièmes de scène. C'est ça, là. Une 3 millièmes de scène, t'imagines-tu? Fait qu'on est loin du 5 sous. Déjà, on dit 5 sous, c'est pas beaucoup, mais... Non, puis là, le problème avec Spotify, tu vois, comme c'est les algorithmes qui font que... la musique québécoise francophone, cherche-la là-dedans. Là, c'est comme une aiguille dans une botte de foin. Oui, c'est ça. Puis là, c'est. Là, on va peut-être qu'on s'éloigne, mais tu sais, c'est dommage que là, il y avait Cube Musique là, de Québécois, ils mélange là-dedans. Oui. Je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais je trouve que ça a été lancé peut-être tout croche, leur affaire. On va l'expliquer, mais. Ce qui était vraiment bien, c'était que le contenu québécois était mis de l'avant. Il y avait des articles. J'étais abonné d'ailleurs. C'est ça, il y avait des articles, donc il y avait du monde qui travaillait pour écrire sur les artistes québécois, le mettre de l'avant. Oui. Et la grosse affaire, c'est que c'est les espèces, ce qu'ils appellent les playlists, les listes de lecture avec des styles genre après-midi relax, soirée, tatata.
Mais il y a la même chose sur Spotify, mais il cherche les chansons québécoises là-dedans, il n'y en a pas. Oui. Tandis que dans Cube Musique, il faisait une playlist et il essayait de mettre le plus de contenu québécois mélangé dans le contenu international. Donc, fait que le contenu était là, tu sais. Mais c'est juste dommage. Mais ça, on ne rentre pas là-dedans. Je pense que ça a été mal marketé, mis en marché. Puis, c'est comme le panier bleu, là. Ça marche pas. Oui, c'est ça. Mais ça aurait pu marcher. Ça aurait pu marcher, mais tu sais, les Américains sont installés puis ils ont tout pris. Là, c'est parce qu'on est en retard technologiquement. C'est ça. C'est que si on regarde Spotify ou Netflix, avant d'être des trucs de contenu culturel, c'est une innovation technologique. C'est ça. C'est l'algorithme qui compte. L'algorithme et la fluidité de ces plateformes-là. Je me suis... En tout cas, on divague, mais je me suis abonné de Netflix parce que j'aimais pas le contenu, mais quand tu vas sur d'autres plateformes, ils fonctionnent toutes moins bien. Exactement. C'est moins fluide. Exactement. Ma femme, qui est une grande consommatrice de télévision, le fait remarquer aussi. La plateforme de l'ICO, c'est de la merde. Oui. Ça marche pas. Ça marche pas bien. Tu trouves pas. C'est compliqué. Tu passes d'une affaire à l'autre. Ça marche pas très bien. C'est ça. Puis même les plus gros, Prime, Crave, ça marche, mais il y a encore technologiquement quelque chose. Et donc, Cube Musique québécois qui arrive, OK, on veut faire compétition à Spotify, tu arrives des années en retard sur une technologie que tu n'as pas encore. Fait que c'est sûr que... Puis le rattrapage est dur. Là. C'est très dur à faire. Mais bon, c'est dommage. Je trouvais que c'était un bon truc. Puis il essayait aussi de vouloir donner plus d'argent pour le contenu québécois, mettons, que Spotify. C'était peut-être pas... Encore là, l'Eldorado, mais il y avait une volonté de... En tout cas, écoute, au Québec, en musique ou en télé, il y a tellement de talent. Il y a ça aussi. Tu sais que c'est pas ça qui manque, là. Les bons comédiens, les bons réalisateurs. Non, c'est ça. Pour faire des émissions, on n'a pas... En tout cas, c'est l'argent qui manque. Et puis maintenant, dans toutes les plateformes, si on revient à la musique, je veux dire, ça coûte aussi moins cher. Tu peux faire de quoi de qualité quasiment dans ton salon maintenant, tu sais, en musique. Tu sais, avant, tu avais besoin d'un gros studio. Écoute, maintenant, tu peux vraiment, réellement faire de quoi qui va sonner très bien avec pas beaucoup d'argent. Écoute, si on veut revenir à la musique puis aux enregistrements, moi, je suis rentré pour le premier album de Dionysus en 1970. Oui. Ce qui est arrivé, c'est que nous, Dionysus, on a monté le band en 1969. Après les Backdoor Keys, je te disais que les Backdoor Keys, ça va casser en juin 69 aux vacances d'été, là, après le cégep. Pendant les vacances d'été, il y a deux gars de Valleyfield qui sont venus cogner à ma porte et qui m'ont demandé si je voulais chanter ils voulaient monter un groupe, ils voulaient un chanteur. Moi, j'étais bassiste. J'étais bassiste-chanteur. Alors, laisser la basse, ça me disait plus ou moins, je disais, je vais aller vous voir. Puis là, j'arrive là, puis eux autres, ils avaient déjà commencé à pratiquer, là, puis je cherchais un chanteur. OK. Puis ils jouaient des chansons que je connaissais pas du tout, des groupes que je connaissais pas. Okay. Tu sais, moi, je venais du Rhythm and Blues. Alors moi, c'était les Sam and Dave, les Otis Redding, les Wilson Pickett, Bon, tu comprends? Oui, c'est ça. Là, j'arrive et il me fait écouter du Led Zeppelin, puis du Allman Brothers, puis du Deep Purple. Là, ça change un petit peu. Oui, là, il a fallu que je me... Ouais, j'étais pas sûr. J'ai pu y penser. J'avais écouté ça, quand j'ai compris qu'il y avait un gros aspect improvisation avec Dionysus, parce qu'on ne refaisait pas les solos à la note. Puis on se rendait bien compte que les groupes comme Zeppelin, c'était des solos feeling, tu sais, sous influence, premièrement. Je pense qu'on peut le dire. puis on avait un bon guitariste, puis rapidement, on s'est mis à se servir de ces structures musicales-là ou de ces chansons-là pour nous permettre de faire des longs solos. Ouais. Et c'est ça que Dionysus a changé dans la musique québécoise. On a cassé le moule. Le moule de la chanson de 2 minutes radio, 2 minutes 5 radio, 2 minutes et demie max. 45 tours, c'est à 2 minutes et demie max. 3 minutes, c'était déjà long. Nous autres, on commençait à arriver avec des tunes de 10 minutes, Narcotique 12 minutes et demie, Suzy 8 minutes, 9 minutes. C'était pas du airplay, pas du tout. Alors, ce qui est arrivé, c'est que on a passé un été à jouer au même endroit. Okay.
la Galerie Café à Montréal, au coin de Saint-Paul et Plage-Jacques-Cartier. Okay. Aujourd'hui, c'est devenu le restaurant chez Queux. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Ouais. En bas de Saint-Paul, côté sud-ouest du coin Saint-Paul et Plage-Jacques-Cartier. Dans ce temps-là, le Vieux-Montréal, c'était vraiment la débandade. L'endroit où on jouait, là, ça avait 6 étages, mais il n'y avait pas de toit. OK. Il n'y avait pas de toit. C'était les étages là, qui absorbaient l'eau et la neige l'hiver. Et le mur derrière, là, il tenait par des poteaux de téléphone à côté en 45 degrés. Wow. C'était une bâtisse en ruine. C'était une ruine. Ah ouais. Fait que c'était une boîte à chansons, premièrement. Au départ, c'était une boîte à chansons. Puis il faisait jouer des groupes rock, il faisait jouer des jeunes le dimanche après-midi. Alors là, on s'est présenté là le dimanche après-midi avec avec les Condolines de papa, puis on est arrivé là. On a dit au gars, on peut-tu jouer? Il n'y avait pas de bain. Il dit, savez-vous? Il dit, moi, je paye pas, vous prenez la porte. Vous passez le chapeau. Fait qu'on a joué le dimanche après-midi, c'était l'été, c'était le début de l'été, fin du printemps. Bon, on s'est fait une couple de piastres, puis il nous a bien aimés. Il a dit, si vous voulez revenir la semaine prochaine, je suis libre encore. Fait qu'on on a joué, puis on a joué là presque tout l'été. Il y a peut-être quelques fins de semaine qu'on n'a pas joué, mais on a passé les fins de semaine. Puis là, on laissait nos instruments là parce qu'on savait qu'on jouait là. Puis on avait un chum qui avait un appartement à Montréal, c'est à Sherbrooke. Alors, on montait à la côte Sherbrooke le soir, puis on dépensait le peu d'argent qu'on avait fait au restaurant Le Select. Okay. Puis la semaine, on pratiquait. C'est là qu'on a monté nos chansons. OK. Puis un soir, Michel Bélanger, un gars de Sainte-Martine, justement, le fils du docteur. OK, ouais. C'était mon ami, on avait le même âge. Puis lui, il reste à Montréal, puis il était déjà dans le milieu artistique. OK. Fait qu'il nous a dit, moi, je peux vous emmener quelqu'un que je connais. Il nous a amené Yvan Dufresne. OK. Puis Yvan Dufresne, il venait avec Donald Lautrec. Nous voir jouer. C'était assis sur une boîte à beurre. OK. Monsieur Dufresne puis Lautrec. Donald qui fumait son pote dans du papier à rouler aux couleurs du drapeau américain. Ouais. Wow. C'était classe. Ouais, c'est ça. Mais Donald a bien aimé notre show. Il a dit à Michel, il faut les enregistrer. Mais Donald, Yvan, qui était le producteur, qui avait l'argent, il dit, on ne fera pas une scène avec ça, là. Ça ne passera jamais à la radio, ça. Des tonnes de 10 minutes, 15 minutes. Ouais. Fait que Lautrec, il tenait absolument à nous enregistrer. Fait que ce qu'on a fait, c'est que Lautrec avait son émission à la télé dans ce temps-là, le Lautrec Show. Ouais. Alors là, il nous a fait rentrer Radio-Canada à la Cité du Havre. Okay. Radio-Canada avait un studio, là. Okay. Restant de l'expo, là. OK. Alors, Donald est rentré en avant, il a dit, je travaille après-midi, je ne vais pas être dérangé. Puis on est rentré par la porte d'en arrière, on a rentré le camion, l'école dans l'aine à mon père, par la porte d'en arrière. On s'est installé, on a fait l'album dans une fin de semaine. OK. Samedi, prise de son, live. Moi, je chantais dans un boot. Ouais. Puis le drummer était dans un boot. Puis 8 tunes, 45 minutes de musique, live. Une piste pour la voix. OK. Alors, c'est fait que si je me trompais ou si quelqu'un se trompait, on recommence. Tout le monde recommence. Ouais, ça... Fait que, puis les fins de chansons jamais sur place live. Ah ouais. Nous autres, on joue jamais tout à fait, ouais, c'est ça. Deux fois le solo, tout à fait la note. On joue par oreille, hein. Ouais, c'est ça. On ne disait pas la musique. Fait qu'on savait pas une tourne, on savait pas combien de temps ça durait, là, tu sais. Puis, fait que c'est comme ça qu'on a réussi à faire l'album. Okay. Parce que c'était comme sur le bras de la reine. Ouais. Hein? Exact. Parce qu'un studio, c'était 100$ de l'heure dans ce temps-là. On parlait du coût de studio. Ouais, ouais. C'était 100$ de l'heure un studio. Ouais. Fait que, tu sais, puis on savait, écoute, on savait qu'avec le produit qu'on offrait, là, avec lequel on arrivait, mais on a quand même vendu 6000 copies de cet album-là. Quand même. Ouais, on a quand même vendu 6000, mais heureusement qu'il y avait les radios étudiantes. Ouais. Dans les cégeps, justement. Ouais. Alors, chaque cégep avait sa radio étudiante. OK. Fait qu'on jouait dans les radios étudiantes. Fait qu'eux étaient moins frileux de jouer des chansons. Et il y avait Chaume FM qui déjà, eux autres, faisaient jouer du Zeppelin puis du rock progressif qui nous ont adoptés. OK.
qu'on était le seul groupe rock québécois. Puis il trouvait ça bien trippant d'avoir un Sound of Montreal. Ouais, c'est ça. Fait qu'il nous faisait jouer. Ils nous ont donné un bon coup de main. OK. Fait que alors, puis là, ça a parti. Le Dionysus, c'est parti, là, paf. C'est ça. C'était 2 années de fou, là. Ouais, c'est 71, 72, là, c'était... OK, c'est ça. Fait que ça a roulé pas mal, là. Ah, ça a roulé bien. On a joué à Montreux, en Suisse. Oui, c'est ça. Ça s'est passé comment? Ben, c'est Yvan Dufresne, là. Okay. Parce que Michel est devenu notre gérant, entre-temps. Okay. Puis, Michel, ensuite, il s'est occupé de la carrière de Pauline Julien, de Jacques Michel, Gilles Valiquette. Ouais. Mais il a commencé avec nous. On était son premier... son banc d'essai. Mais il a fait une bonne job. Il nous a fait travailler pas mal. Mais on était dur à gérer. On était 5 gars... ouais. C'est pas facile de gérer Dionysus. T'as 5 têtes. Ouais. Fait que... je me rappelle, écoute, quand on était à Montreux, là, le drummer, il a voulu amener son drum. Ah oui. Il voulait rien savoir de jouer sur un autre drum. Il nous avait dit, on a tous les instruments que vous voulez. Si vous voulez un Ludwig, on va vous avoir un Ludwig. Ah ben, pas question, j'amène mon drum. On s'est promené avec un drum dans les aéroports. Avec le gros casing, tu sais, qui paye après 50 livres. Toutes les tomes d'un dans l'autre. On avait acheté un kit de valise pour le transport. Seigneur. Ça, c'est... Ouais, les drummers, c'est des bébites spéciales. J'ai eu quelques groupes, mais... on avait un guitariste qui était bébite aussi. Ah, c'est ça. Puis Eric couchait avec sa guitare, il avait peur de se la faire voler. Ah ouais? en dessous du lit. Wow. Oh là là. Mais c'est ça, il y avait aussi, fin 69, début 70, l'effervescence de la musique prog aussi. Oui, c'est ça. Ben, on ne savait pas qu'on faisait du prog. Là. Le terme est revenu comme après. Le terme est venu après, là. D'autres, à Montréal, on s'est fait qualifier de musique alternative. Okay. Tu sais, la presse culturelle nous a qualifiés comme ça. C'est ça, ils ne savaient pas trop. On était un groupe de la contre-culture. Ouais, c'est ça. Encore là, on n'entend pas encore trop américain, trop anglicisé à Montréal. Alors, on avait des termes français pour définir notre culture. Alors, on disait de nous qu'on était un groupe... alternative, de musique alternative et un produit de la contre-culture. Oui, c'est ça. Parce que le rock, il n'y en avait pas tant que ça, là, tu sais, il me semble... Ben non, il y avait du rock francophone. Ben, tu avais Charles Lebois qui venait de chansonnier. C'est ça, qui venait de la culture des chansonniers, là. Mais qui a mis une enveloppe un moment donné, qui s'est mis à explorer. Il a pris une guitare électrique au lieu de prendre une guitare acoustique. C'est ça. Mais c'était pas la guitare qu'on avait, là, nous. En fait, Dionysus, c'était les solos, c'était les musiciens. On avait un excellent joueur d'orgue qui brassait ça, là, qui lui écoutait du Deep Purple. Là, alors, il était d'influence de Deep Purple, puis t'avais Eric qui était d'influence de Led Zeppelin. Alors, tu mets ça ensemble, parce qu'on avait un gros orgue, puis on avait un guitariste. Chacun faisait des solos interminables, à improviser. C'était complètement déjanté aussi. Là. André brassait son orgue. Il y avait un Hammond, il tirait sur il y avait un reverb à spring là-dedans. Okay. Il tirait dedans. Ça faisait un son d'enfer. Il prenait son petit carton de limette, il bloquait 2 notes. OK, ouais. Il bloquait 2 notes, puis il s'en allait en avant, il s'en allait, puis là, on voyait tout l'intérieur de l'orgue, toutes les lampes, puis tout. Donc, il fouillait là-dedans. Il jouait là-dedans, c'est ça. Mais il y avait une volonté de casser le moule. Oui, il y avait une volonté de casser le moule. Est-ce que c'était fait... je veux dire, pas volontairement, mais avec conscience, ou c'était juste dans l'esprit du temps on essaie des affaires? C'est dans l'esprit du temps, écoute. On essaye, on joue sous influence. À la Galerie Café, là, on passait le chapeau, on ramassait plus de bits de hache que d'argent là-dedans. Là. Fait que, de toute façon, même si on n'avait pas fumé la Café, juste à rentrer dans la place, tu stonnais. C'était un hotbox. Il n'est pas fermé. Là. La boucane était à couper au couteau. J'avoue que moi, j'ai pas... déjà, c'est ça, moi, j'ai pas connu ça. On avait un batteur qui était assez dramatique aussi. Il faisait un solo de batterie là, et qui durait 15 minutes. Il allait jouer sur les tables dans la salle. C'était complètement... Mais c'est le monde voulait triper, tu sais. Mais c'est ça, il y avait quelque chose, on dirait, dans ces années-là. Tu sais, qui est bon, comme on s'était parlé au téléphone aussi, c'est peut-être pas étranger aussi à la montée du
nationalisme, l'idée de la souveraineté, l'idée que là, on passait du Canadien-français à on s'exprime, puis on devient... Nous autres, on s'est tellement fait dire, là, enfin, on peut aller écouter un groupe qui chante, on comprend les paroles, puis qui parle... Nous autres, on parlait de notre réalité aussi dans nos chansons, là. La colère, là, c'était une chanson contre la révolte contre le père. Okay. La terre que tu creuses est aride et crieuse et pierreuse, tu es fou, père. Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, c'était de la religion. Oui. C'est ça, puis là, c'était les années aussi qu'on séparait. Anticlérical, on voulait se séparer de l'Église. Il y avait tout ce phénomène-là aussi de la révolte contre la religion. Il y avait un espace. Suzy, le sexe, Suzy, les paroles de Suzy, c'était assez... presque porn, là. C'est du soft porn, tu sais. Dans ton lit, toute la nuit, une Dionysie. On chantait pas ça dans les années... On chantait pas ça dans la musique québécoise, là. Tu sais, crée-moi bien. Non, c'est ça. Non, tu sais, on a donné un gros coup de pied dans tout ça. Dans le nick. Oui, c'est ça. Et Dionysos, le nom, c'est trouvé comment? Est-ce que ça s'est imposé? C'est notre parolier, Jean Larose. On avait un parolier, nous autres, pour le premier album et pour le deuxième album. Jean Larose, il est devenu, plus tard, il est devenu directeur du département des lettres à l'Université de Montréal. OK. Bon, c'est pas... En passant, là. Ah, c'est... Mettons qu'il écrivait bien. Ben oui, c'est ça. Puis il y avait... Écoute, c'est ça qui nous... Ça nous a permis de se démarquer aussi, tu sais. Ouais. La colère, là, ça c'est un rock très élevé. C'est j'ai le crâne en fer et le sexe en bronze. Ouais. Les racines du monde me percent le cœur. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y avait quelque chose de guttural. Quelque chose de guttural. Ça vient de la gorge. C'est le fun de chanter du rock là-dessus. Là, ouais. Parce que tu peux le cracher. Tu peux cracher dans le micro. C'est ça, tu peux le cracher. On peut cracher dans le micro en masse. Alors, c'est que c'était narcotique, c'est l'histoire d'un boss, l'histoire d'un gars qui se fait arrêter qui vend de la dope. Là. Ouais. Ça aussi, là, ça c'est la plus longue tune qu'on avait. C'est narcotique, c'est la première chanson qu'on a composée. On l'avait composée en 69. J'étais retourné au cégep pour participer à une pièce de théâtre qui était une création d'un professeur du cégep qui s'appelait bref, un professeur c'est notre professeur de grec. OK. Puis il avait écrit une pièce de théâtre, ça s'appelait Simon Neige. Puis en fait, c'était l'histoire d'un boss, d'un étudiant qui se fait bosser. OK. Puis ça parlait de dope. Il en vendait, il en fumait, il en vendait pour sa liberté. En tout cas, ça. Puis c'est une pièce de théâtre, puis on s'est rendu jusqu'en finale du théâtre collégial avec ça. Puis pendant tout ce temps-là, on avait une douzaine d'acteurs qui nous suivaient, là, puis OK, ouais. Comprends-tu? Après la pièce, après que la pièce était finie, quand on a commencé à jouer dans nos premiers spectacles, toute la gang nous suivait. OK, ouais. Fait que là, je comprends, c'est le happening, là, juste ils dansaient, des jeunes acteurs de 17-18 ans. Là. Ça beurre de paix. Ouais, c'est ça. Ça y allait, parlant les dents, de l'expression corporelle, mon gars, c'était... Écoute, partout ce qu'on allait, on appelait notre spectacle une Dionysie. OK. Pour Dionysos, ouais. on appelait ça des Dionysies. OK. Alors, et Dionysos, pour les gens qui ne savent pas, c'est le dieu... Dionysos, c'est le dieu du grec, du vin, des excès. Le théâtre est sorti du culte à Dionysos. OK. Okay. Ouais, le théâtre est sorti. Parce que pendant les Dionysies grecques, les gens avaient le droit de changer de personnalité. Okay. Les gens avaient le droit de se maquiller puis de... Bon, alors, le tout était permis, là, parce que c'était plus toi, tu ne peux plus te porter responsable. Oui, c'est ça, tu étais quelqu'un d'autre. C'est ça. Alors, d'où le jeu et tout ça. ça. C'est ça. Ouais. Mais ouais, donc, c'est ça. Fait que cette frénésie-là, vous l'avez vécu comment, ou toi personnellement, là, tu sais? Écoute, je l'ai vécu comme tous les gars de ma génération l'ont vécu. Il y avait de l'excès. Une période d'excès mais c'est drôle parce que moi, j'avais un petit côté... j'avais mon côté excessif, musicien rock. Mais moi, j'ai eu un enfant très tôt dans ma vie. À 18 ans. Je me suis marié à 20 ans. Puis, je suis à l'université, moi.
Alors, tout en faisant ça, je poursuivais des études universitaires. Okay, fait que jeune père à l'université. Oui, jeune père, rocker, c'est des années occupées. J'avais plusieurs chapeaux. Puis j'en ai échappé un ou deux. C'est ça. Mais fait que ça a fini qu'à un moment donné, après ma deuxième année d'université, il a fallu que j'arrête l'université parce que j'étais trop occupé par la musique. Ouais. Mais je suis retourné après terminer mon bac. C'était en quoi? J'ai eu un bac en animation culturelle. Mais trompe-toi pas, l'animation culturelle, à l'époque, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Alors, quand le cursus du cours est sorti, c'était pour travailler dans la culture avec un grand C. Mais on a fait face à une vague... comment je dirais, pas de trotskisme, mais à l'Université du Québec, la belle époque, là, en tout cas, là, il y avait plein de communistes à la porte de l'université là, qui nous passaient nos trucs. Puis dire que tu travaillais dans la culture, non, c'était pas ça la culture. La culture, c'était travailler avec le peuple. Alors là, le cours d'animation culturelle, au lieu d'être animateur dans un centre culturel ou de travailler dans des productions culturelles, c'est devenu travailleur social. Alors là, c'était pas ça que je voulais faire. Alors j'ai terminé mon bac, mais finalement, mon bac bleu à la maison m'a servi plus que ça. Mais là, je t'ai coupé en parlant du bac, mais tu allais dire que tu as lâché l'université parce que c'était... en tout cas, dans cette année-là. À l'époque, j'ai laissé l'université parce qu'on était trop bookés. Écoute, je ne pouvais plus suivre mes cours. Là. Ah, c'est ça. Fait que c'est sûr que j'allais perdre mon dépôt, comme on dit. Fait qu'à un moment donné, à la 3e session, là, j'ai cancellé mes cours pour me consacrer complètement à la musique. Écoute, on jouait dans ce temps-là. Là. En 71, 72, on était bookés, le mur à mur. Puis avec des bookings de fous. Là. Un soir à Montjoli, le lendemain à Ottawa. Ah, c'est pas pire. On n'avait pas de... Il n'y avait pas de structure. Il n'y avait pas vraiment de structure pour s'occuper d'un groupe comme nous. Ouais. Alors, on jouait encore dans des boîtes à chansons. On faisait la première partie de Jean-Pierre Ferland ou des choses comme ça. Tu sais, je me rappelle avoir joué à Saint-Adèle, le Patriote de Saint-Adèle. Alors, la programmation de l'année, là, c'était Gilles Vigneault, Jean-Pierre Ferland, Robert Charlebois, Dandana et Dionysos. On ne s'adonnerait pas à la même clientèle. Même si Ferland, avec Jaune, il a exploré un peu, ça restait quand même... Ça restait quand même doux, là. Oui, c'est ça. C'est pas du hard rock. Il n'y avait pas des solos interminables. Mais c'est ça. Tu vois, alors il a fallu que les étudiants des cégeps commencent à s'organiser. Puis là, on a commencé à jouer devant notre public. Là, en 71, 72. Là. Mais en 70, là, c'était... C'était comment la réaction? Dans les cégeps, c'était... Non, mais pas dans les cégeps, mais justement devant les foules de Jean-Pierre Ferland. Le monde ne vous attendait pas là, tu sais. Écoute, on a joué au Patriote à Montréal. Là, on a fait 2 fins de semaine complètes, sold out au Patriote de Montréal. Devant le public habitué au Patriote. Les gens trouvaient ça amusant. Les gens trouvaient, c'est rafraîchissant, la jeunesse. C'est ça. Ah, mais c'est le fun. Mais tu sais, mais on était quand même performants. Tu sais, quelqu'un qui tripait sur la musique. Mais il y avait une énergie, là, tu sais. Oui, on avait l'énergie, mais on avait des... Écoute, moi, les gars étaient bons. On avait un bon organiste, un bon guitariste, un bassiste solide qui tenait le beat. Puis Robert était un batteur imaginatif, là, incroyable. Puis des paroles recherchées aussi. On avait des paroles. Alors, tu sais, le produit... Moi, je trouve ça important, les paroles. Le produit était bon. On avait un bon produit. Là, si on veut parler marketing, c'est ça. On avait différents produits, mais bon, tu sais, puis bien... Bien dosé, ouais. C'était pro, on était pro. Écoute, en studio, là, je réécoute encore le premier album, là. Tu t'es rentré en studio à 18 ans, des gars de 18 ans, là. Ouais, puis des one-prise. C'est pas tout je dirais pas que c'est des one-shot. Non, mais fait en une shot, dans le sens qu'il faut le refaire. Comme tu as dit. Pas de dubbing. Il n'y a pas de dubbing. Fait que c'est... Je comprends qu'il y a peut-être eu plusieurs takes, mais ce qu'on entend, c'est une take. One take. C'est même pas un take coupé-collé, là. Non, c'est... On recommence. Record, on part de la... Il faut se rendre jusqu'à la fin. 1, 2, 3, 4, on part jusqu'à la fin. Non, écoute, c'était... Le deuxième album, c'était différent. Avec le premier album, on est allé... C'est là c'est cet album-là qui nous a permis d'aller jouer en Suisse, à Montreux. Puis quand on est revenu de Suisse à Montreux, Dufresne avait vendu sa compagnie de disques. OK. Puis il avait vendu ça à Art Chung
une autre compagnie. Puis lui, il était pressé, là, parce qu'on était hot, il était pressé de nous faire un autre album. Okay. Puis on avait déjà, nous autres, commencé à réfléchir au deuxième album. On avait un livret écrit par Jean Larose. C'était une opéra rock. OK. Alors, un livret, là, une journée dans la vie d'un prince. Ça s'appelle Le Prince Cruel. OK. Ça commence avec le lever du prince, puis ça finit avec le Prince Cruel. Okay. Alors, et on avait un musicien dans le groupe qui était plus près du parolier, qui nous a vendu le projet, là. Puis le gérant, Michel Bélanger, a vraiment embarqué dans le projet. Okay. Mais là où ça a bloqué, c'est que quand on est arrivé à la compagnie de disques, qu'on a demandé le budget, on n'a pas eu le budget qu'on voulait. OK. Mais on l'a quand même fait. Et c'était un gros projet. C'était plus du blues, c'était plus du rock. C'était vraiment du progressif. Ouais, du progressif, pur. C'était pas de la musique facile à jouer. Là. Non, c'est ça. Puis alors, on a travaillé très, très fort durant tout un été pour monter les tunes. On est rentré en studio à l'automne, puis on est sorti avec le Prince Cruel au mois de novembre 71. OK. Deux albums en 2 ans, là. Ouais. Puis c'était ça où tu ne travaillais pas, là, parce que tu ne peux pas retourner 8 mois après la même place avec le même show. Le monde voulait... Fait que, tu sais... Fait que ça nous a comme... Oui, mais c'est ça, c'est que ça presse le citron créatif. Ça presse le citron créatif, exactement. Puis, mais c'est le marché québécois qui veut ça. Hein? Oui, mais c'est ça, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Alors, on a livré la marchandise. Puis là, est arrivé un malheur. La chicane a pogné dans le groupe, là. Ça arrive. Parce qu'il y avait... En fait, il y avait de longs moments musicaux dans cet album-là. Ouais. Et moi, je suis chanteur. Tu sais, je veux bien aller masser pendant 2 minutes dans la tune, là. Mais je suis pas un danseur de ballet non plus. Là, non, c'est ça. Alors, je peux bien jammer puis m'amuser. Un peu, mais... Faire le fou pendant 3-4 minutes d'une tune. Une dizaine de minutes. Non. Fait que là, ça marchait plus. Fait que les gars m'ont dit, on prend l'entrée, c'est vrai, tu chantes pas tant que ça dans cet album-là. On va faire chanter Robert, bye-bye. Yeah. Là, j'ai quitté le groupe pendant 2 mois. Ouais. Puis ils ont fait une coupe de show, puis ça n'a pas marché. Les gars ont oublié qu'on avait eu un gros succès avec le premier album, puis qu'il ne faut jamais, jamais se moquer de son public. Non, c'est ça. Alors, si le public te demande de jouer Suzy puis L'Âge d'or, tu joues Suzy puis L'Âge d'or. Exactement, ouais. Tu leur dis pas, on joue puis ça parce que nous autres, on a un nouvel album sur le marché. Ça, c'était la grosse erreur que les gars ont faite. Ouais. Alors, quand je suis revenu, là, on a réorganisé le show, puis on a laissé tomber l'idée de vouloir jouer l'opéra rock en entier pendant le spectacle. On n'est pas en Europe, on n'est pas en Angleterre, là. On est dans un petit marché. Ouais, c'est pas Genesis, Gabriel qui ses costumes. Ben exactement. En plein ça. C'est ça, mais lui, il aimait ça le théâtre. C'est ça. Alors, c'était bon, avec le recul, c'était une erreur. Une erreur de jeunesse, là, mais une erreur de gérance aussi. Ouais, qui n'a pas. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, si on avait un gérant qui aurait dit, oh, les gars, on aurait dosé cette affaire-là. Ouais, c'est ça. Mais les gars sont rentrés là-dedans à 100 000 à l'heure. Fait que finalement, quand je suis revenu, on a fait moitié-moitié. On faisait des chansons du premier album, puis des chansons du. Puis on regroupait les chansons du Prince Cruel dans une section du spectacle. Ouais. Mais. Le public n'a pas suivi. En termes de vente de l'album, ça a été un échec. OK. Tu sais, c'était trop différent. Ouais. Tu sais, on a passé du noir au blanc, on n'a pas fait de... Il n'y a pas eu de transition, on n'a pas senti eu de transition. C'était aussi encore un autre erreur de gérant. Ouais. Fait que l'album n'a pas vendu, et là, résultat des courses, le nouveau propriétaire de notre compagnie de disques était en tabarnak. Ouais. Et lui s'attendait à rentrer dans son argent et à faire une pause. Ouais. Fait que là, il nous a bloqués. On devait faire 2 albums avec lui. Okay. On avait un contrat. On avait un contrat de 3 albums. Okay. Alors, on en avait fait un. Alors, pour respecter son contrat, il a pris le Prince Cruel, puis le premier album, il les a mis dans une nouvelle pochette double, puis il les a vendus. Fait que là, il a dit, les gars, vous avez 3 albums. Vous avez 3 albums, OK. Ouais. Fait que là, on avait... Puis le contrat se terminait en 1975, on était en 1971. OK, fait que là, on était comme 3 ans, 4 ans. Qui ne pouvaient pas lier ailleurs, là. Non, on était attachés, puis l'industrie telle qu'elle était, si
si on avait cassé un contrat ou si on avait chié sur le contrat, on n'aurait pu signer avec personne d'autre. Ah ouais, hein? C'est sûr. Il y a quelque chose, en tout cas, mais je trouve ça un peu malhonnête de sa part, lui, de dire, ben, je m'assois sur le contrat. Parce qu'au pire, si t'es fâché, puis... Il était intraitable. On a fait des démos. On a continué à composer. En 73, on était prêts à faire un nouvel album. Okay. On avait toutes les tunes. Puis on lui a présenté, c'était non. Alors là, on a attendu 74. Puis en 74, le groupe a cassé. On a plus de contrat, on n'a plus de gérant. Ça. Michel nous avait quittés pour s'occuper de la carrière de Jacques Michel puis de Pauline Julien. Puis ses affaires, ça marchait bien. Il produisait des spectacles à la Montagne Coupée, là, à Saint-Jean-de-Mathau. Anyway. Fait que là, en 74, le groupe a cassé. On était 1 an séparés. Puis en 75, moi, j'ai ramassé des tunes, puis j'ai repassé mon affaire, puis là, je suis retourné chercher les gars, puis on est retourné en studio, mais avec une avance de... je suis retourné voir Yvan Dufresne qui travaillait chez London. Puis Yvan m'a dit, écoute, Paul-André, je peux te donner une avance sur les royautés. Puis si vous êtes capable de faire un album avec cette avance-là, on pourrait vous distribuer. Fait qu'on a produit le 3e album. OK. On a produit le 3e album. On l'a enregistré de nuit au Studio 6 à Montréal. Okay. Ça, c'est en arrière c'était un bon studio, mais c'était un peu vieillot, là. Okay. Mais il fallait qu'on travaille de nuit parce que... Puis on avait payé, on payait notre ingénieur, nous autres mêmes. L'ingénieur, c'est notre ingénieur qui avait accepté un tarif bien en bas de ça. En tout cas, on a fait ça. Mais ça donnait le 3e album. Puis ça nous a permis, le 3e album, c'était en 76, ça nous a permis de faire la fête nationale sur la montagne en 76 avec une x5. Là. Ah ouais, vous étiez là? Ouais, nous, on jouait à minuit. On jouait après le gros show avec Offenbach en avant du chalet là, sur la montagne. Ouais. Avec la centre-ville en arrière. En arrière, wow. Mais tu sais, on a commencé à jouer à minuit et demi. Fait que la crowd était pas mal... avancée. Hein? La crowd t'a avancé. Les musiciens et les techniciens aussi. Mais j'ai quand même un bon souvenir du show. Mais ça doit être incroyable. Comme soirée 76, on s'entend que ça doit être extrêmement effervescent. Là. C'était parce que le PQ, c'était à l'automne qu'ils ont été... Oui, ils sont rentrés à l'automne en octobre. Ah, c'est ça. Fait que, en juin, j'imagine que cette Saint-Jean-là devait être chargée. Oui, c'était... on a connu des Saint-Jean. J'en ai connu une aussi là, en 1960, au début des années 70, peut-être en 72, 73. Quand on faisait la Saint-Jean sur la place Jacques-Cartier, t'as connu? Non. Avant d'aller sur la montagne, la Saint-Jean, ça se passait dans le Vieux-Montréal. Mais c'était pas organisé, c'était spontané. OK. Tu sais, ça n'avait pas une grosse organisation. Ils se sont mis à structurer la Saint-Jean là, sur la montagne. Okay. La Saint-Jean sur la plage de quartier, c'était un gros party, puis c'était un party de matraque. OK. C'était un party de matraque avec les bœufs. Fait que quand nous autres, on jouait ce soir-là, on jouait à la Galerie Café. Puis quand la police a commencé à charger, là tout le monde voulait se cacher. Hein. Ah ouais. Écoute, on a pacté à la salle, là. De la Galerie Café jusqu'au plafond. On n'était même pas capable de se lever pour aller pisser. On était pris sur le stage toute la veillée. Puis là, on a joué tard jusqu'à ce que tout le monde se calme un peu. Ça a été une soirée. Ça, c'est une Saint-Jean absolument débile. Là. Ouais. Puis celle qu'on a faite après, c'est celle sur la montagne. La montagne, avec une x5. Et... les deux premiers albums, parce que là, c'est ça, il y a dans les années 90, vous avez fait Pionnier, c'est ça? Pionnier, ça, c'est le 3e album. C'est ça, le 3e album. C'est le 3e album. Non, je m'excuse. Le Pionnier, c'est un CD qu'on a fait en 1994. Mais ça, c'était quoi? Parce qu'il y avait des Pionnier, c'est parce qu'en 1994, c'était l'époque des CD. Là, hein? Ouais, c'est ça. Puis nous, on ne savait pas où étaient nos 3 premiers albums. On ne savait pas où ils étaient. En fait, il y en avait un que j'avais dans mes affaires, mais je ne m'en souvenais plus. Ah. Le 3e, Pionnier, pas Pionnier, mais changé d'adresse. J'avais une copie des Masters. Des Masters. Dans un garde-robe caché, mais que j'ai trouvé plus tard. Mais là, les gars disaient, c'est le plate, on n'a pas de CD. Puis on n'a plus de table tournante, on n'a pas même pu écouter notre musique. Non, c'est ça. Fait que là, avec mon ami Alain Paquette, qui travaillait au studio Victor à Saint-Henri, Alain, ils ont peut-être avoir un deal chez Victor.
Fait que là, l'idée est venue de refaire un CD avec un genre de best-of, là. Ouais, c'est ça. Un mix de nos 3 albums. Fait que vous avez réenregistré... Mais on les a réenregistrés avec, les mêmes musiciens, avec les mêmes gars, sauf Robert, qui vivait à Vancouver, et le bassiste Fernand, qui était à Granby, puis que ça aurait été compliqué là, de planifier les répétitions, qu'on voulait répéter beaucoup. Ouais. Alors, on a engagé un nouveau batteur puis un nouveau bassiste. Puis Alain s'est chargé de la réalisation. OK. Et puis a engagé un arrangeur pour des brasses. On avait des brasses. On a mis des brasses sur plusieurs pièces de cet album-là. C'est un album qui sonne en tavant. Ouais. Il sonne effrayant. C'est dommage. Et ça... trop tard, j'imagine. Notre public était plus là. Ouais, c'est ça. Mais on en a vendu 3000. Okay. Mais j'en ai encore une coupe de 100 dans mon nom. Mais les enregistrements, dans le fond, les albums originaux, il n'y a pas moyen de... Ben ça c'est l'album-là. C'est revenu sur le tapis plus tard, ça. Là. Okay. En 94, on fait l'album Pionnier. On retourne en studio pour faire un CD. Au début, au tournant du siècle, en 2000, Denis Pentis, okay. les disques méritent m'appelle. Oui. Hey, Thibert, Denis Pentis. Oh, Monsieur Pentis. Oui, c'est ça. Oui, c'est moi qui ai été master. Là. Attends-tu de faire un CD? On va faire ça à la mode des CD, on va faire ça un CD. Ben là, j'ai dit, on a fait un CD, là, justement. T'étais où, toi, là? On les cherchait, ces maudits tapes-là. Ah, ben, c'est moi qui ai ça, là. Fait dit, je vais te numériser ça, tu veux-tu? Je dis, j'aimerais ça écouter les tapes. Ouais, viens à mon bureau, tu fais écouter ça. Fait que j'arrive à son bureau, pour écouter les tapes, sa machine à tape ne marchait pas, son enregistreur ne marchait pas. Il revient la semaine prochaine, moi tout te numériser ça va être bon. Je retourne la semaine d'après, il me l'a fait écouter. Ça sonnait bien. J'étais content de réentendre ça, là. Ouais. Mais on ne s'est pas entendu sur un contrat de distribution. OK. Alors, ça a fini là. Puis, par la suite, là est arrivée toute la période là, du début des plateformes numériques. Là, là je voyais toutes nos tunes jouer sur YouTube, puis vendues sur iTunes. Ils étaient vendus en CD sur iTunes. Ouais. iTunes Store. C'est qui... Ça copiait en Europe. Puis j'ai su qu'on faisait un tabac en Allemagne avec la musique grunge, tu sais, il y a une période en Allemagne où les punks, là, dans les années 80, au tournant des années 2000, ça a l'air qu'on était... Je sais pas, j'ai même parlé à un disquaire de Paris qui était content de me parler. Ah, je suis content de vous parler. Je vends beaucoup de vos CD. Hey man, tu vends nos pirates, tu vends des copies pirates. Le gars était tout étonné. C'est ça. Ben, tu sais, fait que là, je téléphonais, j'écrivais à Pentis régulièrement pour lui demander qu'est-ce qu'on fait. On le sort-tu? Pendant ce temps-là, tu perds de l'argent. Oui, c'est ça. Pas moi qui perds, c'est toi qui perds de l'argent. Fait que finalement, à un moment donné, j'ai reçu un coup de téléphone. Il n'y a pas longtemps. En 2000, là, on est rendu en 2017. Le gars de Au-33 Tours qui me téléphone. Ah, il dit Paul-André, il dit, bon, je le connaissais, hein? C'est un gars de Châteauguay. OK. Il me dit là, il dit, j'ai plus de vinyle de Dionysa, sa bande, là, j'en trouve plus nulle part, parce que lui, il achetait beaucoup il achetait des discothèques usagées. Ouais. Alors, là, il voyait un Dionysa, il le prenait. Ouais, c'est ça. Fait que là, il dit, j'en ai plus. Il n'y en a plus à vendre depuis un bout, puis j'ai de la demande. Fait que là, il dit, on va y sortir en vinyle. Ben, j'ai dit, bonne chance. Je dis, c'est Pentis qui est le master. Il dit, je le sais. Puis j'ai parlé, puis ça va être correct. Ah ouais? Il dit oui. Ils ont sorti, les 3 vinyles ont ressorti en 2017, 2018 et 2019. Les 3 albums. Bel job, une belle... franchement, là, avec les pochettes, l'imprimerie est top notch. Return to analog. Ouais. Excuse-moi, pas une gorgée d'eau. Ouais. Mais écoute... faut que je te coupe. On est déjà arrivé à la fin. T'es pas sérieux? Je suis très sérieux. Ça va vite, hein? Ouais. Ça va trop vite. Mais là, je vais quand même mentionner, t'as fait un album solo. Oui, j'ai fait un album solo avec mon ami Éric Bernard de Châteauguay.
J'ai fait ça sorti en 2018 déjà, ça passe vite. Hein? Ça passe vite. Mais tu sais, il y a eu la pandémie, fait que 2019, 2020, 2021, c'était des années gâchées, perdues. Ah ouais. Mais j'ai refait un spectacle, en 2022 pour la sortie du coffret, parce que au 33 tours ont aussi, à ma demande, sorti la discographie complète de Dionysos sur CD. OK. Alors, et on l'a fait pour souligner l'événement, on a remonté un spectacle que j'ai donné au Vieux Sainte-Martine en avril l'année passée. Ouais. Et comme la place était sold out et que j'ai vendu les billets en 2 semaines, ma gang de Valleyfield était déçue de ne pas pouvoir participer au spectacle. Puis ils m'ont invité à jouer à Valleyfield en novembre dernier. Alors, on a remonté un spectacle, mais un spectacle de 2h15 que j'ai monté à Valleyfield. J'ai de la mal. Moi, personnellement, j'ai fait 7 albums. Alors, si je pige dans mon répertoire à moi, puis dans les 3 albums de Dionysos. Ça va vite. Ouais. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie infiniment. Salut tout le monde.